Je vais suivre, si vous permettez, l'excellent plan préparé par Jacques, c'est-à-dire intégration de l'Union européenne, levier de puissance sous contrainte, Alliance Atlantique, et illustré à travers les crises de l'Irak et de l'Ukraine. Je vais traiter bien sûr l'OTAN et l'Union européenne de la même façon. Je ne vais pas m'étendre, mais la dynamique et la logique est la même dans ce contexte. En fait, ces alliances, quand on regarde, c'est comme la langue d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. L'alliance, et évidemment je vais traiter ça à travers les relations avec la Russie, puisque j'étais ambassadeur pendant presque 5 ans en Russie, et c'est là qu'on voit à la fois, j'allais dire, le pire et le meilleur. Il y a un très grand parallélisme, évidemment, de l'approche des deux alliances dans l'attitude vis-à-vis de la Russie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au bout du compte, l'Union européenne et l'OTAN ont incarné de façon terrible, si on peut dire, les malentendus fondamentaux qui ont présidé aux relations de notre pays et d'autres avec la Russie. C'est-à-dire, en fait, 3 malentendus fondamentaux. Le premier malentendu, c'est que les Russes ont cru qu'ils avaient eux-mêmes, vaillamment, dominé le communisme, qui s'étaient débarrassés d'un modèle oppressif et peu efficace, et donc en fait que la fin du communisme c'était dû aux efforts du peuple russe, essentiellement. Ça, et de notre côté, du côté de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne, nous avons tout simplement gagné la guerre froide. Premier malentendu. Deuxième malentendu, la Russie a pensé qu'une fois convertie aux valeurs du libre-échange et repassée dans la tradition chrétienne et orthodoxe, eh bien, il serait accueilli, j'allais dire, à bras ouverts par le monde occidental, à la fois chrétien, encore qu'on puisse parfois se poser la question, et bien sûr adepte du libre-échange. Là encore, déception et malentendu. Troisième élément, la fin de l'Union soviétique n'impliquait pas pour les Russes nécessairement la fin de l'Empire. Or, à partir du moment où l'Union européenne et la plupart des Occidentaux pensaient avoir gagné la guerre froide, il était clair que dans leur esprit, l'Empire russe ou soviétique devait disparaître. Sur la base de ces 3 malentendus, eh bien, nous sommes allés de déconvenu en déconvenu dans les relations bilatérales. Alors au début, ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé parce que dans l'euphorie de la chute du mur et de la fin de l'Union soviétique, eh bien, le monde occidental, entre guillemets, avait fait quand même certains efforts. Donc dès 1994, l'Union européenne signait un accord de partenariat et de coopération qui était le plus dense qu'on n'avait jamais signé avec un pays. Et ceci a continué, et même en 2003, au sommet de Saint-Pétersbourg, on avait créé les 4 espaces communs, qui étaient l'incarnation de l'Europe de l'Atlantique à Vladivostok, pour la culture, pour la politique étrangère, et donc l'économie, bien sûr, et les questions humaines. Du côté de l'OTAN aussi, en 1994, on a mis en place l'acte fondateur, et puis ensuite on a un conseil OTAN-Russie, et donc apparemment ça commençait bien. Mais il y avait déjà des petites alertes, puisque on avait vu que le président Mitterrand, quand il a essayé en 91 de créer, de poser les jalons d'une confédération européenne, évidemment, s'est heurté à beaucoup d'intérêt, et déjà des anciens pays de l'Union soviétique, enfin du bloc soviétique, pardon, et tout ça s'est terminé par une charte de Paris de l'Atlantique à l'oral, mais qui était en fait vide de sens. En fait, le point de rupture, ça a été 2004. À partir de 2004, à la fois l'OTAN et l'Union européenne se sont élargis à l'ensemble des pays du bloc soviétique. Et donc, d'un seul coup, j'allais dire, la culture et la mentalité générale de ces deux organisations a basculé. Et donc, en fait, ce point de rupture a conduit à un certain nombre d'approches nouvelles, notamment le partenariat oriental, qui excluait la Russie, et qui, à partir de 2009, a déroulé ses effets jusqu'à conduire à la crise ukrainienne.
Alors, j'ai vu ça sous l'angle de la Russie, strictement, mais on peut voir aussi ces deux aspects, c'est-à-dire qu'à un moment ça peut marcher, à un autre moment ça ne marche pas. Mais dans les relations avec la Russie, on voit très bien qu'effectivement, sur le Mali, comme ça a été dit tout à l'heure par Pascal Boniface, on est d'accord, sur d'autres, la Syrie, on l'est moins, et tout un ensemble de gestes qui font qu'en fait, il ne tient qu'à nous, et j'y reviendrai après, de faire de ces alliances dont nous sommes partie prenante, des acteurs en faveur de nos intérêts, ou au contraire, de nous laisser aller. Alors, j'illustrerai très vite ça à travers l'Irak, par exemple, et l'Ukraine plus longuement. Sur l'Irak, il est clair que la position de la France dans cette affaire, en 2003, quand nous avons dit non, avec la Russie, avec l'Allemagne, en fait, a conduit à un effort diplomatique considérable, et un effort considérable qui, j'allais dire, entre guillemets, nous a un peu exténués. C'est-à-dire que nous avons fait l'objet d'une campagne terrible. Ce non à l'Irak nous a coûté diplomatiquement assez cher dans nos relations avec les États-Unis, avec d'autres pays, avec l'Europe même, la vieille Europe et la nouvelle. Et donc cet effort, nous en avons en quelque sorte souffert d'une certaine façon, mais en même temps nous en avons acquis certains bénéfices en termes d'image mondiale, même s'ils n'ont pas été extrêmement durables. Sur l'Ukraine, en revanche, nous avons plutôt fait preuve de laisser-aller, il faut le dire. Au départ, nous avons laissé le partenariat oriental dérouler en quelque sorte sa logique, un peu bureaucratique d'ailleurs au départ, animée par deux pays, la Suède, la Pologne et d'autres. Et donc, en fait, nous n'avons pas traité la question ukrainienne sous un angle géopolitique. Quand on regarde le début de la crise ukrainienne, on voit très bien que les préoccupations russes étaient extrêmement simples. La Russie souhaitait en fait trois choses qu'elle avait obtenues du régime précédent, Yanukovych. Elle souhaitait la garantie de la langue russe pour les citoyens russophones d'Ukraine. Elle souhaitait le maintien de ce bail de Sébastopol qui avait été obtenu de Yanukovych jusqu'en 2042. Et elle souhaitait aussi que soit confirmée la neutralité de l'Ukraine par rapport à l'OTAN, neutralité qui, compte tenu des résultats ambigus du sommet de Bucarest en 2008, restait un sujet problématique. En 2008, Sarkozy et Merkel s'étaient opposés à la mise en place d'un MAP, enfin d'un processus d'intégration, mais en même temps, les conclusions du Conseil disaient que l'Ukraine avait vocation à rentrer à l'OTAN. Enfin, dernier point sur l'Ukraine, qu'il aurait fallu traiter de façon géopolitique, en quelque sorte, en termes de zone d'influence, il faut dire les choses, il ne faut pas être hypocrite, c'est la place de l'Ukraine entre l'Union européenne et l'Eurasec en construction, c'est-à-dire l'Union euro-asiatique, qui est un grand projet de la Russie, et qui évidemment entre en contradiction, ou pourrait rentrer en contradiction avec la construction de l'Ukraine. Donc ce laisser-aller a conduit à une crise qui fait que maintenant, la France, en fait, était obligée de déployer des efforts considérables pour essayer de sortir de cette crise, parce qu'il est clair que le format de Normandie, les deux accords de Minsk, et surtout le deuxième que nous avons signé nous-mêmes, représentent un effort diplomatique pour sortir d'une crise dont notre, entre guillemets, laisser-aller, c'est-à-dire nous avons laissé la machine européenne fonctionner sans y imprimer notre marque, a été la cause. Donc, pour terminer, je dirais, ces alliances, effectivement, peuvent être un levier formidable. On le voit dans certaines opérations militaires, on le voit quand on arrive à mobiliser quelques moyens de l'OTAN, ou quand on arrive à mobiliser quelques moyens de l'Union européenne en faveur d'une opération française au Mali ou en RCA. Mais cette mobilisation implique une vigilance, un courage politique et une approche géopolitique beaucoup plus forte que dans un schéma, j'allais dire, westphalien traditionnel. Et donc, tout dépend, en fait, de notre capacité, d'une part, à impulser, à donner des impulsions à l'intérieur de ces alliances. Ça implique un effort diplomatique bien plus grand que ce que nous faisions avant.
Et ça, c'est essentiel, et il ne faut pas lâcher là-dessus. Ça implique une alliance privilégiée avec l'Allemagne, qui est un poids très lourd et qui est la plus proche de nous dans ses approches, notamment vis-à-vis de la Russie, et donc une concertation permanente. Et ça implique surtout d'éviter l'hypocrisie qu'on a entendue souvent vis-à-vis de l'Ukraine. Il faut que le peuple ukrainien décide. Oui, très bien, il faut qu'il décide, mais dans la réalité, nous avons affaire à un problème géopolitique qu'il faut traiter en diplomatie traditionnelle, et je doute que l'Union européenne soit actuellement équipée pour le faire. Merci. Merci.